Je suis très heureux de saluer l'Assemblée et notamment de saluer M. Courtin qui m'a fait appel à moi pour cette communication sur les idées sociales du comte de Chambord. J'ai pas mal étudié le comte de Chambord depuis la création de l'association que j'avais fondée en 1983, d'abord dans le but de faire une médaille pour le centenaire que nous avons faite, et puis ensuite association qui a continué, qui a organisé pas mal de débats et d'idées débats sur ce personnage historique qui est important, me semble-t-il, dans notre histoire et dans l'histoire politique, et particulièrement pour l'histoire de la légitimité. Je dois donc vous parler du comte de Chambord et de la question sociale. En 1862 eut lieu à Londres une exposition universelle des produits et procédés de l'industrie. À cette époque, une délégation d'ouvriers français, enfin une délégation fut envoyée et prit des contacts divers. D'ailleurs, pour montrer une idée de cette diversité, c'est aussi là que s'est fondée la première internationale, le premier international communiste. Mais donc, il y a eu des rencontres entre les ouvriers européens à cette occasion. Au retour, les ouvriers français ont publié des rapports qui, à côté de considérations idéologiques d'esprit avancé, comportaient tout de même des idées concrètes, comme le droit de coalition et d'association. Et cette fermentation ouvrière n'est pas passée inaperçue du pouvoir politique français du Second Empire, ni du comte de Chambord, prétendant en exil, qui vivait à Frosdorf, en Autriche. En effet, à l'époque, la situation sociale en France et en Europe avait des côtés explosifs. On l'avait entrevu lors des troubles de la Révolution de 1848 et de la Deuxième République, et l'une des causes en était la situation difficile des masses ouvrières. Sous l'Ancien Régime, le travail était encadré par un système dont il sera reparlé, le système corporatif. Mais au nom de la liberté, alors je dis la liberté avec un grand L et au singulier, la Révolution a supprimé les organisations professionnelles existant sous l'Ancien Régime. Les rapports du travail n'étaient plus régis que par le contrat de gré à gré entre patrons et ouvriers. Et il est évident que l'égalité juridique entre les deux parties recouvrait une inégalité économique fondamentale. Et la preuve en est que pendant la Révolution, les salaires ont baissé substantiellement. Cette modification du statut des acteurs économiques s'est produite juste avant l'entrée de la France dans la révolution industrielle. La France y entre quelques décennies après la Grande-Bretagne et donc l'industrie va amener des quantités de personnes à venir dans les villes pour y trouver du travail. Ce qui est favorisé aussi par le capitalisme, lui aussi lié à la Révolution, qui avait par exemple libéré le prêt à intérêt, mais le prêt à intérêt qui comporte bien des dangers, et c'est pour ça que l'Église s'en était toujours méfiée. Alors, les nouvelles entreprises et nouvelles techniques dont nécessitent donc plus de main-d'œuvre, beaucoup de candidats à l'emploi se pressent dans les villes, mais les conditions sont loin de leur être favorables. Tout d'abord, ils sont très nombreux, donc ils se font concurrence, d'où les salaires tirés vers le bas. Par ailleurs, ils n'étaient pas à l'abri du chômage, de la maladie, et là, il n'y avait rien de prévu, aucune institution de secours, aucune institution de prévoyance, et les conditions, en outre, de logement, les conditions de vie étaient précaires et peu salubres pour ces masses généralement pauvres. Cet accroissement de ce qu'on appelle le paupérisme, c'est-à-dire la misère populaire, n'a pas échappé au pouvoir public de la première moitié du XIXe siècle. Cependant, la doctrine officielle du pouvoir est de laisser agir la liberté contractuelle et de ne pas intervenir. Ainsi, sous Louis-Philippe, un grand conflit a lieu à Lyon entre les canuts, les ouvriers de la soie et leurs patrons, et le préfet veut intervenir, veut s'interposer pour trouver un accord, et il est sanctionné par le gouvernement, parce qu'il ne fallait pas intervenir selon le gouvernement. Le seul remède à la misère ouvrière était, selon Casimir Périer, Premier ministre de Louis-Philippe, la charité privée. Donc, il n'y a pas d'intervention. On peut parler d'une loi de 1841 sur le travail des petits-enfants, qui permet de faire travailler les enfants à partir de 8 ans quand même. Mais à part cela, il n'y a pas de législation sociale. De fait, il y a seulement des initiatives charitables nombreuses. J'en redirai un mot d'ailleurs tout à l'heure en citant le comte de Chambord. Mais cependant, il y a un certain nombre d'intellectuels qui essaient de trouver des solutions à cette question sociale. Leurs motivations sont diverses. Elles sont parfois complémentaires, mais ça peut être la charité, ça peut être le désir de réforme et de justice sociale, ça peut être aussi la défense de l'ordre menacé par cette situation.
Plusieurs tendances sont à l'œuvre, avec parfois des interférences inattendues d'ailleurs. On rencontre des socialistes dits utopistes, le terme est donné par les marxistes avec un certain mépris, enfin ce premier socialiste, et notamment le très influent courant saint-simonien. Beaucoup de chrétiens, pas nécessairement catholiques également. Proudhon dira qu'on a voulu embéguiner le peuple, d'ailleurs, à ce sujet, parce que beaucoup de ces gens se veulent chrétiens, sont des chrétiens parfois un petit peu étranges, mais enfin, effectivement. Et puis il y a aussi le prince Louis-Napoléon Bonaparte, qui écrit en 1844 un ouvrage sur l'extinction du paupérisme. C'est le futur Napoléon III. Et il se prononce pour l'intervention économique, à la fois pour soulager la misère ouvrière, mais aussi, dit-il, pour l'empêcher de devenir, le terme qu'il utilise est séditieuse. Donc vous voyez toujours ce double aspect, bien sûr, secourir, aider, mais aussi empêcher les classes dangereuses, comme l'on disait. Et il préconise d'ailleurs la création de colonies agricoles. On a dit que son ouvrage était plein d'idées prises un peu de tous les côtés. Certains l'ont vu catholique social, d'autres un peu socialisant. Et on a dit qu'il y avait là-dessus en plus beaucoup de démagogie ajoutée à cela. Enfin, d'ailleurs, cependant, il est vrai qu'il y avait une certaine sincérité malgré tout. Plus tard, le Second Empire manifestera des préoccupations sociales. Parmi les gens qui réfléchissent à ces questions, il y a aussi beaucoup de catholiques, souvent légitimistes, à tel point que certains ont dit que ce n'est pas de catholicisme social dont on devrait parler, mais de légitimisme social. Ainsi, le vicomte de Villeneuve-Bargemont, ancien préfet du Nord, où il a vu la misère ouvrière, et qui écrit en 1834 un traité d'économie chrétienne. Donc, il essaye de se fonder sur le principe chrétien pour résoudre la question du paupérisme. Il y a d'autres encore, comme Ferdinand Béchard, un des correspondants du comte de Chambord d'ailleurs, qui est un partisan de la décentralisation, ou encore un protestant, Lafarette, auteur de Du progrès social au profit des classes populaires et non indigentes. Certains, d'ailleurs, de ces légitimistes sociaux prennent l'initiative de créer des œuvres, et notamment Armand de Melun, dont le nom a été cité tout à l'heure par mon excellent collègue Pichot-Bravard. Et Armand de Melun fonde une société d'économie charitable et fait voter tout un train de mesures sociales, sous la Deuxième République, début Second Empire, beaucoup de mesures qui améliorent les conditions populaires. Donc, cette part importante que prennent les tenants de légitimité dans l'action sociale explique probablement l'intérêt que le prétendant de l'époque, le comte de Chambord, a pris à ces questions. Comme on vous l'a dit, le comte de Chambord étudiait beaucoup, lisait beaucoup, recevait des rapports, recevait beaucoup de documents, et il est désireux de répondre aux défis de son époque. Et d'ailleurs, il a quelquefois rencontré des ouvriers, Berryer lui en a amené, il a pu rencontrer également, il s'intéresse à la condition des ouvriers. C'est pourquoi ses études lui inspirent une lettre sur les ouvriers qui est parue le 20 avril 1865. Il fait d'ailleurs référence dans cette lettre à l'exposition de Londres. Dans une première partie, il commence par faire l'historique de la structure ouvrière de son temps, puis il passe en revue les initiatives nombreuses qui ont été prises, mais il montre qu'elles sont partielles, et puis dans une seconde partie, il s'occupe des remèdes qu'il trouve principalement dans la création d'associations nouvelles, mais qui reprennent un peu l'idée des anciennes corporations. En effet, l'individualisme exalté par la Révolution est selon lui la chose qu'il faut combattre pour réussir à résoudre cette question sociale. Alors d'abord, je vais donc reprendre dans l'ordre du prince, donc d'abord le diagnostic, ensuite les remèdes. D'abord le diagnostic. Le comte de Chambord commence par une phrase un peu passe-partout, un sombre pressentiment en disant « L'opinion publique a le pressentiment d'une crise prochaine ». Mais immédiatement, il devient plus concret en disant les ouvriers le partagent, ce sentiment de crise, et l'expression de leurs vœux, après l'expression de Londres, suffit pour nous en convaincre. Et c'est pourquoi il va discuter cette question. Il commence par parler de l'historique de l'organisation du travail, puis des conséquences de la législation révolutionnaire. D'abord, nous allons donc le suivre, d'abord en voyant l'organisation du travail jusqu'à la Révolution. La lettre parcourt l'histoire des institutions du travail et affirme, je cite, « La royauté a toujours été la patronne des classes ouvrières » et pour cela, elle rappelle les établissements de Saint-Louis, c'est-à-dire ses ordonnances, les règlements des métiers et le système des corporations. Alors de quoi s'agit-il ? Au XIIIe siècle, sous Saint-Louis, il y a une étape dans l'organisation professionnelle. Elle existait déjà, plus ou moins, bien sûr, mais ça va être codifié à cette époque. Entre 1261 et 1269, très précisément, Saint-Louis meurt en 1270, mais donc dans ces années, là a été rédigé un livre des métiers par Étienne Boileau, qui était le prévôt, c'est-à-dire l'administrateur de Paris. Et Étienne Boileau n'est pas l'auteur, mais simplement celui qui a rassemblé les usages professionnels.
Et donc, c'est là que l'on trouve la base de ce système corporatif qui durera jusqu'à la Révolution. Le mot corporation est tardif, on utilise plutôt métier à cette époque, mais enfin c'est tout à fait la même idée. Alors, l'idée, c'est donc une organisation structurée du travail dans des professions organisées. Elles sont organisées soit spontanément, volontairement, soit organisées par les autorités locales, par exemple les villes qui règlent les métiers. Donc on a des métiers jurés ou réglés, jurés parce qu'il y a un serment, d'où jurande, ou réglés par une... Mais l'organisation est à peu près la même dans les deux cas. Alors quelle est cette organisation? Eh bien, chaque métier a le monopole de son activité. On ne peut s'y adonner qu'à condition d'être agréé par le métier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, même si vous êtes un parfait boulanger, un parfait boucher ou un parfait orfèvre, installer votre boutique comme cela. Il faut faire partie de la corporation pour pouvoir en faire partie. Un peu comme à notre époque, on ne peut pas ouvrir une officine de pharmacien, même avec les diplômes, si on n'est pas agréé par l'ordre. Donc, chaque métier a le monopole de son activité. Le métier est organisé, ensuite il est hiérarchisé, on passe successivement par les grades d'apprenti, de compagnon et éventuellement on peut devenir maître. Donc l'apprenti, celui qui apprend, bien sûr, le compagnon qui est un ouvrier qualifié, qui a déjà la propriété de son métier, et éventuellement le maître qui a boutique ou atelier. Les métiers choisissent eux-mêmes dans leur sein leurs dirigeants, ils règlent la discipline interne. Par exemple, au Moyen-Âge, on interdisait le travail de nuit à cause des incendies. On règle l'apprentissage, on fait la loyauté de la concurrence, il y a même des inspections. On encadre les salaires en fixant des minima. Et donc, avec un système très imprégné d'esprit chrétien, toute corporation est doublée d'une confrérie et organise une certaine solidarité, par exemple pour les veuves ou les orphelins. Alors bien sûr, cette organisation n'est pas sans critique. Certains lui reprochent d'être en fait dominée par une oligarchie de maîtres qui réservent les maîtrises à leurs fils ou à leurs gendres. Ça arrive, c'est pas partout, mais effectivement, ça peut arriver. De même, il y a des conflits sociaux, malgré tout. Il y a même sous l'Ancien Régime, quelquefois, des grèves ou des organisations clandestines qui s'appellent les compagnonnages. Souvent, à notre époque, on confond corporation et compagnonnage, mais j'allais dire, c'est un petit peu quand même les deux côtés de la médaille. Enfin, certains reprochent aux corporations de favoriser une certaine routine puisqu'elle privilégie certains procédés et donc il y a un certain nombre de reproches. Alors cependant, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, si vous me permettez cette expression familière, lors de la Révolution française. En effet, l'Assemblée constituante n'a pas réformé les corporations, elle les a supprimées. Et là, le comte de Chambord le rappelle, il le précise, il dit « L'Assemblée constituante ne se contenta pas, ainsi que l'avaient demandé les cahiers de doléances, de donner plus de liberté à l'industrie, au commerce et au travail. Elle renversa toutes les barrières et au lieu de dégager les associations des entraves qui les gênaient, elle prohiba jusqu'au droit de réunion et à la faculté de concert et d'entente. » Effectivement, on interdit toute forme de réunion et de coalition par deux lois, la loi d'Allard des 2 et 17 mars 1791 qui abolit les corps de métier, les corporations, et la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 91 qui interdit les groupements ouvriers et patronaux et crée un délit, dans ce cas-là, un délit de coalition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réunir, on ne peut pas se concerter, on ne peut pas avoir de registre, on ne peut pas avoir de... Enfin, la loi est assez précise pour interdire toutes les possibilités de réunion. Alors, j'en viens au deuxième point de ce diagnostic, aux conséquences de la législation révolutionnaire du travail. Le comte de Chambord le note, il dit « La liberté du travail fut proclamée, mais la liberté d'association fut détruite du même coup. » Et effectivement, on aboutit à une conception individualiste et libérale des rapports du travail, régie uniquement par le rapport de contrat de gré à gré entre patrons et salariés. L'interdiction des coalitions ouvrières a abouti à ce que le comte de Chambord appelle un privilège industriel. C'est-à-dire que le patron tient entre ses mains l'existence des ouvriers et c'est une sorte de domination. Et le comte de Chambord montre ses distances avec ce système, mais il considère que ce système est injuste, mais pas inéluctable. Il s'oppose avec des termes assez forts. Il dit que le droit de se réunir, des ouvriers, s'unir avec leurs semblables pour se défendre, est un droit naturel. Il utilise ce terme d'ailleurs, qui est assez intéressant. Et il dit qu'au contraire, au lieu de l'interdire, la société devrait encourager les unions et les régir. Il observe d'ailleurs que des associations, des compagnonnages et des corporations se sont rétablis ou maintenus en fait. Et il dit la répression en a fait des sociétés secrètes. Et donc il dit qu'il faut quitter cet individualisme contre nature, dit-il, et la société devrait encourager des associations, des compagnonnages, des corporations, au lieu de les réprimer. Alors, il fait une remarque d'ailleurs,
parce que nous sommes en 1865. Or, l'Assemblée, comme je l'ai dit, ça a eu lieu en 1862. Entre les deux, Napoléon III, lui aussi, a réagi. Napoléon III, en 1864, a supprimé le délit de coalition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la grève n'est plus désormais un délit. Mais le comte de Chambord critique cela en disant c'est une faute, parce qu'il dit on a négligé d'ajouter à ce droit ce qui aurait servi à en éclairer la pratique. Et en effet, il n'y a rien n'est prévu pour prévenir les conflits ou pour les arbitrer. Donc pour le comte de Chambord, c'est une réforme incomplète et insuffisante. Alors, avant de proposer ses propres solutions, le comte de Chambord énumère diverses œuvres qui ont contribué à atténuer la dureté de la situation sociale. Il cite, et c'est donc, vous allez voir, c'est impressionnant quand même, tout ce qui s'est créé par des initiatives privées dans cette période où la coalition est interdite, les sociétés de secours mutuels, caisses de secours, caisses d'épargne, caisses de retraite, œuvres pour le logement, pour le service des malades, pour l'établissement d'écoles dans les manufactures, pour la moralisation des divertissements, pour la réforme du compagnonnage, pour les soins aux infirmes, aux orphelins et aux vieillards. Ça paraît beaucoup, mais la seule chose, c'est que ce n'est pas partout. Bien sûr, ce sont des initiatives privées, donc il y a des endroits où il y a beaucoup de choses, et puis il y a des endroits où il n'y a rien. Et le comte de Chambord observe que la protection n'est pas encore suffisamment exercée partout. Et donc, il estime que les intérêts moraux des classes ouvrières, il utilise le terme, sont encore gravement en souffrance. Et donc, dans la deuxième partie de sa lettre, il va présenter ses remèdes. Donc, j'en viens maintenant aux remèdes proposés par le comte de Chambord. La situation montrée précédemment constitue, dit-il, une menace pour l'ordre public. Il faut donc l'examiner avec attention et il propose deux choses. Légaliser les associations, et d'une part, donc il vient sur le principe, et ensuite il en précise les grands traits. Alors d'abord, légaliser les associations. 3 remèdes, dit-il, je vous cite, à l'individualisme opposé l'association, à la concurrence effrénée, le contrepoids de la défense commune, au privilège industriel, la constitution volontaire et réglée des corporations libres. Quoique divisé en 3 aspects, c'est une idée essentielle, une idée centrale dans ce texte, c'est l'idée d'association. Idée audacieuse à son époque, ça nous paraît une évidence, nous, mais pas du tout. À son époque, on a peur des associations, les politiques en particulier, ce qui explique que le pouvoir impérial n'a franchi que la moitié du chemin. Il a accepté le droit de grève, mais il n'a pas permis les associations. Il faut savoir que les syndicats ne seront autorisés qu'en 1884 et les associations en général en 1901. Donc le droit d'association fait peur. Il y a bien des associations qui existent, mais je veux dire, c'est très marginal, très contrôlé, et ça n'est pas applicable dans ce cas-là. Donc il est assez courageux et audacieux en proposant cela. Alors, fidèle à son idée de droit naturel de s'associer, il dit qu'il faut rendre ce droit. Vous voyez d'ailleurs, rendre ce droit, c'est-à-dire que c'est un droit dont on les a privés. Le terme rendre est important. Il observe qu'il s'agit de régulariser une situation qui existe d'ailleurs en fait, en disant qu'il existe de telles associations, qui, à la grande surprise de l'administration, dit-il, l'administration s'en est rendu compte lors du congrès de Londres. Et donc, il ne veut plus d'association secrète, il veut que ce soit ouvert. Il fait remarquer, après avoir dit qu'il y avait quand même dans ce que dit délégué de Londres, certaines choses qui étaient un petit peu, parfois un peu inquiétantes, il dit soit la couleur de ces rapports, il utilise le mot la couleur. Il dit, malgré tout, les délégués de Londres ont tous demandé la régularisation des groupements existants et la faculté de créer des associations ouvrières et des syndicats. Et il joint sa voix à ce vœu, pour donc la création de tels organismes. Il dit c'est le côté subversif que ça pouvait avoir, c'est une raison de plus pour qu'on s'en occupe et que l'on cherche à en tirer ce qu'ils ont de juste. Alors quels sont les traits dominants de ces associations? Il compte avant tout ce caractère volontaire, la création de nouvelles associations. Vous voyez, on n'est pas du tout en présence d'un corporatisme imposé et fabriqué comme ça a pu exister dans les États autoritaires de l'entre-deux-guerres, dans l'Allemagne ou l'Italie, dans l'Allemagne nazie, dans l'Italie fasciste, où ils ont créé des corporations, mais qui étaient en fait des administrations du travail créées par en haut, et là, pas du tout. Il veut avant tout que ce soit volontaire. L'administration, certes, a un rôle, mais c'est un rôle tutélaire qui reste extérieur. Et il souhaite aussi quand même que les autres initiatives sociales restent et subsistent. Je reprends donc ces 3 idées, les associations elles-mêmes, le rôle de l'administration et la subsistance de ce qui existe comme œuvre hors corporation. Alors il affirme permanemment, ce qui est démontré, c'est la nécessité d'associations volontaires et libres des ouvriers pour la défense de leurs intérêts communs. Et donc on est aux antipodes de l'individualisme libéral et de la loi Le Chapelier, puisque c'est ce qu'elle prohibait tout à fait. Le rôle assigné à ces syndicats, ces délégations, ces représentations, notez la variété des mots, d'ailleurs qui laisse entendre qu'il n'y a pas un modèle unique, et d'entrer en relation avec les syndicats de patrons, donc dont la création est ici implicitement admise, pour régler à l'amiable les différends relatifs aux conditions du travail et surtout les salaires.
les différends relatifs au salaire. Alors le comte de Chambord a peut-être un petit peu d'optimisme là-dessus quand il parle de la communauté d'intérêt entre patrons et ouvriers pour y voir une cause d'entente et non d'antagonisme. Ça a toujours été la question de savoir est-ce qu'on peut avoir des syndicats qui ne sont pas de lutte, etc. Donc il se prononce dans ce sens. Il a au moins raison, l'expérience le prouve, en disant que les conflits peuvent trouver une solution dès lors qu'on a affaire à un interlocuteur. C'est très souvent dans les conflits sociaux le grand problème, trouver l'interlocuteur. Le texte ajoute assez brièvement que les abus de la concurrence seront évités et que la domination de privilèges industriels, c'est-à-dire cette domination patronale dans le vis-à-vis patron aux salariés, sera, dit-il, resserrée et limitée. Donc le gré à gré ne sera plus la seule règle. Bien sûr, c'est un homme d'ordre, par ailleurs, que le comte de Chambord. Donc le deuxième volet, il dit que ce droit des ouvriers doit s'exercer dans le respect de la paix publique et que cette liberté doit être sagement réglée. Et il fait donc appel à la loi pour tracer les contours de cette liberté. Bien sûr, ce qui veut dire qu'il refuse l'idée d'association de combat, d'association de lutte des classes. Le terme ne se trouve évidemment pas chez lui, mais enfin c'est assez contemporain puisque le manifeste communiste de Karl Marx est de cette époque. Mais lui, justement, il date de 1848 précisément. Il écarte bien sûr cette idée. Alors, quel est le rôle de l'administration ? Il écrit que l'autorité publique déploiera au service des deux parties, patrons et ouvriers, mais aussi aux siens propres, les moyens de force et de précaution qui lui appartiennent. Les réunions des associations ouvrières devront être déclarées, accessibles aux représentants de l'administration. Les règlements des associations seront communiqués à l'administration qui veillera à les maintenir dans leurs limites. L'administration sera toujours en mesure de réprimer les désordres. En revanche, cela reste extérieur, c'est-à-dire qu'elle laisse au débat toute liberté, les débats entre les partenaires, ouvriers, le mot n'est pas dans la lettre, les partenaires, mais enfin on voit ça, ouvriers et patrons, le débat reste libre et l'administration n'interviendrait que de manière amiable à la demande des deux parties. Donc vous voyez vraiment, certes, on est dans un cadre, c'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas que sous prétexte d'association, on puisse faire un parti politique par exemple, parce que ce n'est pas le but, mais en revanche à l'intérieur de l'activité qui est celle de ces associations, on leur laisse une liberté totale. On sait aussi que le prince était attaché à la décentralisation administrative et sa prise de position sur le syndicat va dans le même sens. C'est-à-dire qu'il souhaite que le pays s'auto-administre très largement. Il souhaite que l'administration n'ait qu'un rôle de tutelle. Et il va même plus loin en donnant une utilité à la constitution volontaire des corporations, c'est-à-dire qu'il dit que ces corporations pourraient entrer dans l'organisation de la commune et dans les bases de l'électorat et du suffrage. C'est peut-être là un souvenir des anciennes corporations, car souvent dans les villes, au moment de l'émancipation des villes au Moyen-Âge, les corporations jouaient un rôle très important. Et les États généraux eux-mêmes sont une organisation dans une certaine mesure professionnelle, puisque vous avez les clercs, les guerriers et les producteurs, ces trois états de vie. Donc le comte de Chambord pense que ça pourrait servir les corporations pourraient servir de base administrative ou politique. Enfin, il dit que l'existence de ces associations ne remettra pas en cause l'intervention généreuse des particuliers pour venir en aide aux ouvriers. Il parle à nouveau de cette multitude d'œuvres admirables que je vous ai citées. Je pense qu'il y a aussi là du réalisme, c'est-à-dire qu'il se dit que les corporations ne seront pas mises en place du jour au lendemain, qu'elles ne recouvriront pas tous les domaines du jour au lendemain. Et donc, il y a un complément important avec ces initiatives. Et on pourra en donner deux illustrations. Le comte de Chambord lui-même a fondé à Frosdorf deux écoles, dont une école de filles, ce qui à l'époque était déjà un petit peu en avance. Il a fondé et financé de ses deniers deux écoles à Frosdorf. Et de même, dans le domaine de Chambord, il y a eu un système social, alors je n'ai pas retrouvé de référence précise, mais je m'en rappelle, ça vaut plus une référence, j'en ai entendu parler, qui est un système qui a duré assez longtemps, même au temps où les princes de Bourg-Parme avaient succédé au comte de Chambord, et donc il y avait tout un système d'aide sociale, une sorte de sécurité sociale locale rattachée au domaine de Chambord, qui a disparu quand Chambord a été appréhendé par la République par la suite. Mais donc, vous voyez, ce n'était pas purement en l'air. Et lui-même, d'ailleurs, a beaucoup contribué à des œuvres. De ses deniers, il a quand même été très généreux. Il termine en disant que la royauté chrétienne et française souhaite fonder l'émancipation et la prospérité morale et matérielle des classes ouvrières, ce qu'elle a fait en d'autres temps pour l'affranchissement des communes.
Voilà donc la présentation de cette lettre pour les ouvriers qui est intéressante. Et donc en conclusion, je vais parler un peu de ses retombées. Alors pour conclure, la lettre chez les ouvriers a montré de l'intérêt du comte de Chambord, elle, pour les classes ouvrières, elle anticipe un peu sur l'avenir. Après tout, cette idée d'un dialogue patron-ouvrier, tout cela, c'est des choses dont on parle beaucoup à notre époque. Son apport est important pour les légitimismes sociaux. Elle se situe un peu un confluent, si vous voulez. C'est-à-dire que le comte Chambord a repris tout l'apport de ce qu'il y avait auparavant, de toutes les études qu'il y avait auparavant, et sa lettre servira elle-même de repère pour la suite. D'abord, l'association triomphera, comme je vous l'ai dit, un peu tardivement avec les syndicats, et pas exactement comme il l'aurait voulu, dans la mesure où les syndicats de 1884 sont souvent des syndicats de lutte des classes. Malgré tout, l'idée de la reconnaissance du droit des classes ouvrières de s'associer, ainsi que des patrons d'ailleurs, c'est un peu de lui. Et puis également, dans le milieu catholique social, il y aura des suites, par exemple, Latour du Pin et Albert Demain fonderont des cercles catholiques d'ouvriers après 1871, après la Commune, dans le but de dégager une élite ouvrière, d'aider à former une élite ouvrière, et aussi en même temps d'ailleurs de venir en aide. Mais le premier but n'est pas là, tellement charitable, le premier but est surtout de formation. Donc il y a eu ces cercles catholiques d'ouvriers. Cette idée d'association a aussi inspiré le pape Léon XIII pour son encyclique Rerum Novarum sur la condition ouvrière. Et le pape, lui aussi, se prononce en faveur de cette organisation sociale, corporative, qui va faire partie de la doctrine sociale de l'Église. Et puis, l'héritage du comte de Chambord va être très défendu par le marquis de la Tour du Pin, avec son livre Vers un ordre social chrétien, où il reprend beaucoup des idées qui ont été défendues par le comte de Chambord. Plus tard encore, il y aura des retombées. Le régime de Vichy, le maréchal dira il faut mettre fin à l'injustice de la condition prolétarienne, et il y aura une tentative de créer des corporations à cette époque. Ce droit corporatif de Vichy n'a d'ailleurs pas totalement disparu en réalité. Certaines lois ont été validées ou ont inspiré la suite. Donc plusieurs réalisations. Il y a eu la charte du travail aussi à cette époque. Donc on peut dire que cette idée du corporatisme a eu de nombreux prolongements, et que la lettre sur les ouvriers est certainement un jalon très important. Pour conclure, j'emprunterai à une chanson royaliste qui vient de nos frères séparés de l'Action française, mais je trouve qu'elle tombe assez bien. Tu n'étais pas un prolétaire, libre artisan des métiers de jadis, à l'atelier comme à la terre, le roi seul fort, protéger les petits. Je vous remercie.